Allez, du coup, on va commencer. Allô, allô, c'est bon, ça marche. On va se présenter déjà. Moi, je suis le docteur Sophie Cervelot, donc je suis psychiatre responsable de l'unité TS2A, dont on va vous présenter l'activité, qui est donc une unité de réhabilitation psychosociale consacrée aux adultes avec un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, ce qu'on abrège par TSA-SDI, ou qu'on appelait avant syndrome d'Asperger. Et je laisse Céline se présenter. Bonjour à tous, Céline Blanchard. Donc moi je suis job coach du service TS2A. Donc j'accompagne les personnes dans leur insertion professionnelle. Voilà, donc on va vous faire une petite présentation déjà de la structure du service et de l'offre en fait. On va essayer de vous présenter ça globalement. Et puis ensuite on détaillera un petit peu deux aspects principalement qui sont un petit peu plus spécifiquement développés pour les personnes TSA sur notre unité. Donc il y a le job coaching d'une part, donc Céline elle vous évoquera un peu son travail de job coach. Et puis moi je vous parlerai un peu plus précisément aussi, et puis si on a le temps on développera un peu plus, de l'éducation thérapeutique axée TSA. Donc on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure avec l'équipe de Marie-Cécile Bralet. Nous aussi on a développé des programmes en ce sens. On s'attardera moins sur les autres prises en charge qu'on a, donc je vais vous présenter, mais qui en général sont plus connues des équipes de réhab. Donc tout ce qui concerne la remédiation cognitive, l'entraînement des habiletés sociales, etc. Finalement, il n'y a pas une grosse spécificité au TSA, donc c'est des choses que normalement vous maîtrisez un petit peu plus. Donc c'est censé être un atelier, donc n'hésitez pas, alors là on est un peu dans une configuration conférence, mais n'hésitez pas à intervenir, à nous interrompre, à échanger. Le but c'est que ça soit assez interactif. Il y a peut-être parmi vous des équipes qui veulent monter des unités consacrées au TSA ou élargir un peu l'offre de leur centre de réhab, donc du coup n'hésitez pas en fonction un peu de vos configurations à interroger ce qu'on dit. Donc juste rapidement par rapport à la structuration entre ligne diagnostique et ligne de prise en charge, parce que souvent c'est un peu confus et dans les TSA il y a un tel manque d'offres pour les adultes que des fois c'est un peu difficile de s'y repérer. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous on a décidé avec le centre ressources autisme qui pilote ça, de structurer l'offre de diagnostic en 3 lignes. Donc il y a la ligne 1 qui correspond plutôt au repérage, à l'identification des signaux d'alerte et qui repose principalement sur les généralistes, un petit peu aussi sur les psychiatres, mais quand même beaucoup sur les généralistes, enfin devrait en tout cas. La ligne de dépistage, elle va correspondre plutôt au diagnostic en deuxième ligne, donc en CMP, en psychiatrie libérale. Alors c'est dépistage diagnostique, vous voyez qu'à chaque fois ça se chevauche un petit peu, c'est-à-dire que les lignes 1, 2 et 3 peuvent intervenir à différents niveaux. La ligne 1 c'est vraiment la médecine générale, la ligne 2 c'est le CMP, le psychiatre libéral, la ligne 3 c'est les centres d'évaluation spécialisés comme TS2A, d'accord? Donc nous, on se positionne vraiment à TS2A sur une ligne de diagnostic complexe, en fait. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pour de l'avis diagnostique que des personnes qui ont déjà eu une évaluation en deuxième ligne psychiatrique. On accepte certaines évaluations par des psychologues lorsqu'on connaît les psychologues que c'est des personnes bien formées à l'autisme et qui font des fois des bilans bien plus complets que le psychiatre. Donc là, bien sûr, on fait pas forcément repasser la personne par un psychiatre si elle en a pas. Mais en tout cas, il nous faut un avis argumenté de pourquoi on ne peut pas poser le diagnostic de TSA à ce stade. Qu'est-ce qui est compliqué dans le différentiel? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un avis de troisième ligne? En fait, on essaye vraiment de respecter cette architecture-là parce que sinon, on ferait que de l'activité diagnostique. Et c'est pas le but, c'est vraiment de développer, d'axer cette offre sur la prise en charge, parce que là, il y avait vraiment rien pour les personnes adultes TSA, il y avait rien de spécifique dans la région en tout cas. Et le diagnostic, c'est vraiment une activité secondaire d'expertise et qui intervient quand la deuxième ligne a des difficultés à poser un diagnostic. Donc on essaye vraiment que ça soit sur ce modèle-là que ça se structure en Auvergne-Rhône-Alpes, en sachant que c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup il y a déjà beaucoup de généralistes qui sont très peu formés au TSA, quelques-uns qui repèrent bien quand même, notamment chez les enfants, il y a eu beaucoup de progrès, mais chez les adultes c'est un peu plus difficile. Et puis par définition, chez les adultes, c'est souvent des diagnostics plus complexes, parce que c'est tout ce qu'on n'a pas vu avant. Et en deuxième ligne, au niveau des psychiatres de CMP et des libéraux, là pareil, il y a un gros manque de formation des collègues, et puis une difficulté d'accès aux soins aussi qui est générale, mais qui est d'autant plus ressentie par les personnes avec un TSA qui sont pas forcément prioritaires, normalement, notamment dans les CMP, etc. Donc on essaye petit à petit de former les collègues qui soient un petit peu plus à l'aise pour poser des diagnostics simples et qui sachent nous adresser les diagnostics complexes.
Donc il y a pas mal de dispositifs qui permettent de faire ça. Là, voilà, c'est ce qui se passe en Rhône-Alpes. Mais en gros, le CRA, pour renforcer les deuxièmes lignes, a mis en place 2 dispositifs. Un dispositif qui s'appelle Pilote, dont l'objectif est de détacher une équipe du CRA, donc un médecin et une psychologue, auprès d'un médecin en deuxième ligne, pour l'aider à faire le diagnostic, en fait. C'est-à-dire, plutôt de recevoir le patient et sur adressage de son psychiatre, eh ben on va voir le patient avec son psychiatre référent et on pose le diagnostic avec le psychiatre référent, ce qui permet de former aussi le collègue au diagnostic. Alors ça, c'est pas nous qui le portons, c'est vraiment le centre ressources autisme. Mais ça nous allège un petit peu de beaucoup d'avis, parce que c'est entre la vie simple et la vie complexe, hein, en général, c'est-à-dire que le psychiatre tout seul arrive pas à avancer dans le diagnostic, et pour autant, ça nous semble pas suffisamment complexe pour faire appel tout de suite à un avis de troisième ligne. Donc il y a ce renforcement par l'équipe du CRA. Et le deuxième dispositif qui existe, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc toujours menée par le CRA, qui se déroule à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, en fonction des contraintes de chacun. Et l'idée, c'est que des équipes du libéral ou de CMP, psychiatres, psychologues, puissent présenter une situation où ils s'interrogent sur le diagnostic. Et sur dossier, on va donner un premier avis sur le diagnostic et potentiellement indiquer à l'équipe ce qu'on peut faire pour avancer, est-ce que ça relève tout de suite d'un avis de troisième ligne ou pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de diagnostics qui sont débrouillés un peu comme ça aussi. Donc voilà, donc TS2A, on est donc ça veut dire trouble du spectre de l'autisme de l'adulte. On est une équipe qui s'est montée à partir de janvier 2019, fin 2018, début 2019. Au début, on était moins que ça, hein, donc il y avait moi à 60%, c'était le temps médical était un 60%. On avait une neuropsychologue à temps plein, un job coach au départ à temps plein, et un 40% de secrétariat. Depuis, on s'est un petit peu étoffé, avec notamment du temps médical supplémentaire qui a été octroyé par l'ARS. La demande de l'ARS vis-à-vis de ce temps médical était qu'on puisse couvrir, en plus du Rhône, qui était notre sectorisation initiale, la Drôme et l'Ardèche. Donc maintenant, le dispositif est ouvert aux personnes du Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche. Donc sachant qu'avec un peu de temps médical en plus, on n'est pas en capacité d'augmenter vraiment les capacités de prise en charge en soins de réhab, mais on peut un petit peu plus recevoir pour des avis diagnostiques de troisième ligne des personnes de la Drôme et de l'Ardèche. Sachant que ces personnes-là aussi, la difficulté, c'est qu'elles sont loin et que pour faire des soins de réhabilitation psychosociale, quand on est à 3 heures de route, avec des prises en charge qui peuvent être toutes les semaines, ça devient compliqué. Donc on répond pas tout à fait aux besoins dans ces 2 départements. Sur le Rhône, c'est un petit peu plus facile. Donc, on est actuellement 3 psychiatres, donc moi toujours à 60%, le docteur Juliette Bouchet qui est pédopsychiatre qui nous a rejoint en février et qui a 50%, donc c'est ça le temps médical qu'on a eu un petit peu en plus, et on a également le docteur Feriel Baraka qui elle est détaché d'un pôle de secteur, hein, le pôle centre pour ceux qui connaissent Lyon, mais enfin un pôle de secteur, et donc dont Nicolas Franck a la chefferie, et l'idée était en incluant quelqu'un du secteur sur TS2A, qu'on puisse aussi implanter tout ce qui concerne l'autisme dans le secteur, qui est un peu un aller-retour entre les services de secteur et puis l'unité de réhab. Du coup, on a un petit temps détaché médical supplémentaire. On a toujours une 40% de secrétaire qui est Naïma Kerouani, que vous connaissez bien, puisqu'elle fait son autre 40% sur le CRR. Donc, elle s'occupe de TS2A. Et on a une neuropsychologue à temps plein, Charlotte Pellegrin, et un temps supplémentaire de neuropsychologue qui est un peu variable, parce que c'est des crédits non pérennes. Donc, on le varie un peu en fonction des besoins, de qui on a, etc. Et actuellement, on a Lorraine Beaumont à 50%. Donc, ça fait en gros 1,5 ETP neuropsy variable entre 1 et 2, quoi, en fonction des budgets qu'on a. Et donc on a Céline, job coach à temps plein, qui nous a rejoint en avril 2020. Avant, on avait un job coach qui s'appelle Benjamin Dufez, qui maintenant intervient sur une association à Lyon qui s'appelle Aspijob et qui fait également de l'insertion professionnelle pour les personnes adultes avec TSA sans déficience. Donc du coup, on s'appuie aussi sur lui pour certaines prises en charge qui se font dans le milieu associatif. En père aidant, on a Véronique Baraton qui est une père aidante professionnelle à 60%, donc elle est là 3 jours par semaine, et progressivement on fait appel un peu aussi à d'autres pères aidants de façon croissante. Donc on a Anne Roineau qui est une père aidante également professionnelle détachée de l'association Esper.
je sais pas si on en a parlé ce matin, moi je crois pas, mais Esper est une association de pères aidants sur Lyon qui finance des pères aidants et qui peuvent être mis à disposition sur des missions spécifiques de certaines équipes des hôpitaux psychiatriques lyonnais. Donc c'est le cas de Anne qui nous aide à animer un groupe d'éducation thérapeutique. On a une interne et on a quelques personnes qui interviennent bénévolement dans le service, donc qui sont aussi des personnes concernées par le TSA. Et donc on a Alain Pouillet qui est quelqu'un de concerné et aussi art thérapeute à la retraite et qui anime un petit groupe d'art thérapie. Et Catherine Desserpris qui est une personne concernée qui a fait la formation de père aidance, qui pour autant a pas d'emploi de père aidante, mais intervient de façon bénévole dans le service sur certains de nos groupes notamment. Donc voilà, c'est une équipe qui, la difficulté, c'est que vous voyez, on est beaucoup de temps partiel, donc c'est pas toujours évident de tous se voir, d'être là au même moment, etc. C'est un petit peu fractionné dans la semaine. Pour autant, ça reste une petite équipe qui, du coup, a une bonne cohésion parce qu'on arrive à se croiser quand même, à échanger assez facilement. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que cette équipe, elle s'intègre aussi au sein du CL3R, donc qui est le centre référent de Lyon de réhabilitation psychosociale, qui est une grosse équipe là pour le coup. Il y a plus de 50 professionnels. On partage les mêmes locaux, donc ça permet de faciliter un petit peu le partage des prises en charge entre ce qui relève du spécifique TSA et ce qui est non spécifique, notamment la remédiation cognitive qui va se faire sur le CL3R. Les patients changent pas de référence médicale en fonction de leur prise en charge, ils sont pris en charge dans les mêmes locaux, etc. Donc pour eux, c'est un petit peu moins confus. Et moi, venant de l'équipe du CL3R, je connais assez bien l'équipe du CL3R, donc ça facilite un petit peu les prises en charge conjointes. Pour autant, l'articulation, elle n'est pas forcément toujours facile parce que ça demande aussi du côté du CL3R à ce que les professionnels soient sensibilisés à l'autisme. Parce que même si la remédiation cognitive, la stabilité sociale, il y a rien qui soit très très différent de ce qu'on fait avec les autres personnes suivies en réhab. Au niveau des programmes, je veux dire, il y a malgré tout certaines spécificités liées au TSA, certaines façons d'aborder les difficultés qui est un petit peu particulière. Donc ça demande à ce que tout le monde se sensibilise un petit peu à cette question de l'autisme. Voilà, donc quand cette unité a été financée, alors déjà elle l'a été sur des budgets médico-sociaux. On parlait tout à l'heure un petit peu de l'articulation sanitaire, médico-sociale, Oui. Ah, oui, je sais pas comment on fait. Ouais, merci. J'ai oublié qu'il y avait des gens virtuels. Ouais, il y a des gens virtuels. C'est celle-ci, c'est ça, introduction? Non. TSA 2021. Non, c'est ça, là. TSA, ça, ouais. ok. Ah oui, il y a plein de trucs d'ouvert, en fait. Hop. Donc là, c'est bon. Ouais. Excusez-nous, les personnes en ligne, on vous a complètement oublié. Si tu veux, attends, tu peux te remettre. Tac. Tu peux te remettre sur ta présentation. Non, c'est toujours ça. Ok, tac. Mais je peux mettre en plein écran, a priori. Oui. Voilà, donc on revient, bon c'est pas grave, hein, les diapos elles sont pas hyper importantes, si vous avez écouté ce que je dis, c'est ce qu'il y avait marqué sur les diapos. Donc les objectifs, vraiment quand cette unité a été montée, les objectifs qui ont été posés, c'est avant tout de faire de la réhab pour les personnes avec TSA adultes. TSA sans déficience, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais on prend pas en charge la déficience intellectuelle. Et donc vraiment l'accent a été mis là-dessus. Pour autant, l'ARS faisant le constat d'un défaut d'accès au diagnostic pour les personnes adultes, il y a eu quand même l'exigence qu'on fasse un petit peu de diagnostic. Donc pour que ça soit assez lisible et pas trop confus au niveau départemental au moins, on a vraiment insisté et avec l'appui du CRA sur cette distinction première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc c'est pas toujours évident parce qu'on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui s'interrogent sur un diagnostic et qui trouvent l'unité sur internet ou par le bouche à oreille et qui pensent qu'elles peuvent accéder à un diagnostic par le biais de TS2A, mais s'il y a rien qui a été fait avant, on va pas les prendre. Par contre, on essaye de les réorienter au mieux sur ce qui existe, mais on est obligé de faire un petit peu le tri parce que sinon on ferait que du diagnostic. Au début de l'unité où la communication était moins claire, on recevait facilement 15 demandes par semaine pour des diagnostics. Donc c'était pas possible de voir 15 patients par semaine avec un 60% médical et voilà pour faire du diagnostic. Donc clairement, il fallait qu'on mette un cadre assez clair. Donc ce cadre il est un petit peu garanti par le fait que les personnes qui s'adressent à nous pour un diagnostic, elles doivent avoir un courrier d'un psychiatre qui précise les difficultés d'accès, les difficultés d'établir un diagnostic et en fonction un petit peu de la situation, on se met en lien avec le psychiatre s'il faut. On reçoit la personne lorsque il y a suffisamment
de raisons évoquées pour parler de diagnostic complexe. Et on fait le diagnostic. Donc pour beaucoup de personnes, la première étape, ça va être le diagnostic. Pour autant, on reçoit aussi beaucoup de personnes qui ont déjà un diagnostic posé, annoncé, etc. et qui viennent vraiment pour les soins de réhab, donc avec un vrai objectif de réhab qu'on évalue lors du premier entretien médical. Donc la prise de rendez-vous, elle est vraiment régulée pour qu'on puisse ne pas saturer, en sachant que même en régulant la prise de rendez-vous, eh ben on est quand même déjà à saturation des capacités de réhab en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à recevoir tous les patients au niveau médical, ça on s'en sort parce qu'on a un petit peu plus de médecins qu'avant aussi. Mais par contre derrière, pour que tous ceux qui en ont besoin aient accès à de la remédiation et accès à des habiletés sociales, à de l'ETP, à du job coaching, enfin qui sont les principales options, et ben là il peut y avoir de l'attente et de plus en plus d'attente. Donc ça devient un petit peu difficile à réguler. Donc moi je mets des alertes assez régulièrement sur le fait que l'offre elle est très sous-dimensionnée au niveau du département par rapport à la demande. Voilà, donc la réhab, ça reste vraiment quand même l'objectif numéro 1. Et après, au-delà de ces activités de réhab et d'activités et d'avis complémentaires en cas de difficulté diagnostique, eh ben on intervient aussi sur de la recherche, de la formation dans le domaine des TSA de l'adulte. En collaborant avec le CRA principalement, hein, qui a ce rôle d'organisateur au niveau de la région des différentes unités de soins, alors et du médico-social. Je sais pas comment ça se passe dans les autres régions, mais en général, ça c'est une des missions du CRA, c'est d'assurer quand même la lisibilité du réseau, l'accès aux soins, de s'assurer un petit peu que les dispositifs sont en place et répondent à leur mission. Donc chez nous, c'est le cas. Et de développer aussi de la recherche et de l'enseignement. Donc on collabore pas mal avec le CRA sur ces questions-là. On collabore aussi avec la fac Lyon 1, donc pour un DIU TSA qui est en place depuis maintenant 2 ans et sur lequel on est pas mal sollicité pour intervenir, pour présenter notamment la réhab. Avec l'Institut des sciences cognitives, ça c'est plutôt un projet de recherche qui a été démarré il y a pas longtemps sur la question de la reconnaissance sociale chez les personnes avec TSA. Et on a l'idée de développer quelque chose avec la société C2Care. Il y en a peut-être d'entre vous qui connaissent. Donc c'est tout ce qui concerne la réalité virtuelle et l'usage de la réalité virtuelle dans les programmes de remédiation cognitive, dans les TCC, etc. Donc il y a vraiment, moi j'ai été assez surprise parce que la dernière fois qu'on m'avait présenté l'outil, c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, enfin quelque chose comme ça. Et il y avait beaucoup moins d'applications que maintenant. Ils ont vraiment développé beaucoup de choses. Donc on s'y est intéressé parce que potentiellement il y a des applications chouettes pour les personnes qu'on accompagne. Et c'est un outil qui va pas convenir à tout le monde, hein, donc c'est le casque de réalité virtuelle, faut déjà le supporter, etc. Mais pour des jeunes patients qui sont un petit peu attirés par la question des technologies, etc., c'est un côté motivationnel qui est très intéressant aussi. Donc on a acheté le truc, on va tester déjà, et puis on verra ensuite si on en fait de la recherche, si on arrive à être inspiré par ce dispositif. Voilà, donc l'idée, c'était aussi ce dont on s'est vite rendu compte, et je pense que vous faites tous peut-être le même constat dans vos régions respectives, c'est que la lisibilité de l'offre de soins concernant les adultes TSA, elle est mauvaise, hein, et elle est mauvaise pour beaucoup de choses, hein. On le disait ce matin, en les CMP, on sait jamais bien qui, quoi, où et où trouver les indications, et déjà nous, professionnels de santé, on n'y arrive pas, donc imaginez-vous les gens qui cherchent les soins, c'est la catastrophe, hein. Donc au niveau de la lisibilité des réseaux, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de progrès à faire, et nous on essaye à notre échelle et en lien avec les autres structures qui existent, qui sont soit du côté de la réhab, soit du côté de l'autisme, et de clarifier un petit peu les parcours de soins et la possibilité d'accès aux soins. Donc pour ça, on s'articule le plus possible avec le CRR, hein, puisque du côté de la réhab, c'est le CRR, notre interlocuteur, notre organisateur. Et puis on va aussi aller vers le réseau associatif. Tout à l'heure, je vous parlais d'AspiJob. Sur Lyon, par exemple, c'est une des associations qui accompagne les adultes avec autisme et qui a des bonnes compétences, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle. Donc nous, on n'est pas sur un territoire concurrentiel, hein, dans l'autisme. Il y a de la place pour beaucoup plus de monde que nous. Donc du coup, dès qu'il y a d'autres acteurs, même s'ils font la même chose que nous, on est très contents parce que ça nous permet un petit peu de fluidifier les choses, parce qu'on n'arrive pas du tout à absorber la demande. Donc voilà, on essaye un peu de travailler avec tout le monde et puis d'orienter les patients correctement en fonction de leurs problématiques, et notamment aussi vers les réseaux d'insertion en emploi, donc l'ADAPT, Messidor, Clubhouse Lyon. Céline vous redira peut-être un mot là-dessus quand on passera au job coaching.
Voilà, les CMP, médecins psychologues libéraux, bien évidemment aussi, hein, parce que c'est eux notre amont et parfois notre aval, hein, c'est-à-dire quand il y a des prises en charge de personnes qui ont également des comorbidités sévères, etc. Ben on a besoin aussi de s'appuyer sur la psychiatrie générale et de pas se retrouver trop longtemps, parce que des fois on le fait, mais se retrouver trop longtemps à la place d'eux et d'arriver à enclencher des soins de psychiatrie générale lorsqu'ils sont nécessaires. Donc des fois, il y a beaucoup de patients qu'on rencontre sur TS2A qui peuvent avoir le diagnostic ou pas, mais qui n'ont pas de soins en psychiatrie générale et qui pourtant ont développé des comorbidités, ont des problématiques assez aiguës, et où parfois il faut introduire un traitement. Donc on se retrouve un peu en ligne de psychiatrie générale. Finalement, on n'est pas au moment possible pour la réhabilitation, mais ces patients-là n'ayant pas d'autres formes de soins, bah, on donne un premier avis, on introduit un traitement s'il faut, on les suit un petit peu, et après, si on n'arrive pas à aller jusqu'à la réhab, bah, on fait un relais vers du côté de la psychiatrie générale, quoi, pour pas emboliser non plus le dispositif de réhab. Donc on a une activité au niveau médical qui est un peu hybride, hein, qui est entre parfois même de la gestion de crise pour certaines situations qui nous arrivent comme ça et où on prend quand même les choses en charge, et quand même une activité majoritairement de coordination de parcours qui va être d'organiser les soins de réhab et de faire le lien avec les autres intervenants et de débloquer les droits par rapport au handicap, des choses comme ça. Voilà, donc la prise de rendez-vous, je vous ai expliqué. Alors on essaie de faire assez simple, hein, c'est-à-dire que je vous conseille, si vous êtes amené à recevoir des patients TSA, et d'une part de réguler la prise de rendez-vous, et ensuite que ça soit facilement lisible et accessible pour tout le monde. Donc nous, on a tout mis sur le site. Donc quand les gens me demandent, je leur donne le lien, je leur dis tout est expliqué là, il y a la fiche de rendez-vous, enfin la fiche de demande de rendez-vous, il y a tout ce qu'il faut. Et donc vous savez comment obtenir un rendez-vous. Voilà. Normalement, ça marche si on a un réseau qui marche. À l'hôpital, ça marche pas toujours. Bon, enfin bref, on l'a là. Sinon, la fiche de demande, elle est là, mais avec le lien, ça nous la donne tout de suite. Et normalement, voilà, vous pouvez ouvrir la fiche de demande. Je vous montre rapidement à quoi elle ressemble, si c'est possible. Voilà. Donc, il y a pas mal de blabla au départ, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que malgré les restrictions qu'on avait mises, on avait beaucoup de demandes quand même qui étaient tentées, soit hors département, soit sans diagnostic, sans évaluation préalable, etc. Donc, on a remis de la façon la plus claire possible les conditions des demandes sur le service. Donc c'est un peu rébarbatif, mais bon, ça évite que les gens perdent du temps aussi, hein, parce que c'est pas forcément agréable pour les gens de faire une demande qui est assez longue à remplir, d'être envoyé vers autre chose, etc. Et on a choisi aussi d'intégrer une petite information sur la cohorte réhabase, en fait, parce que moi je m'étais rendu compte en travaillant en réhab que ça nous prend beaucoup de temps au début de chaque entretien d'expliquer la base, de voir si les gens sont intéressés, etc. Ils ont même pas vraiment de délai de réflexion, en fait, des fois. Donc dès la fiche de demande, je leur dis que ça existe, je leur donne la fiche d'information par rapport à la cohorte réhabase, et ils peuvent d'emblée, s'ils le souhaitent, cocher s'ils sont opposés ou pas au recueil de données. Voilà. Et s'il est nécessaire, on en reparle lors de l'entretien. Mais du coup, on fait une information écrite par rapport à ça dès la fiche de demande, et s'ils viennent sur le service, on sait déjà, en principe, s'ils sont OK ou pas pour le recueil des données, ce qui gagne pas mal de temps. Ce qui gagne pas mal de temps aussi vis-à-vis de la cohorte, c'est qu'en fait, donc là, vous avez des informations un peu générales pour qu'on puisse recontacter les gens, etc. L'objet de leur demande, enfin ça, c'est assez classique. On leur demande de joindre leur compte-rendu diagnostic quand il y a un diagnostic, parce que des fois, on s'est rendu compte qu'il y avait des autodiagnostics non validés par qui que ce soit, et que du coup, les gens considéraient qu'ils avaient le diagnostic, mais le diagnostic n'avait pas été fait, en fait. Donc, on demande un compte-rendu quand les gens nous disent avoir le diagnostic. Et puis sinon, on demande un courrier d'un psychiatre si on est dans la situation d'évaluation complexe. Et ce qui nous gagne du temps par rapport à la base de données, c'est tout ce qui est en gris là. En fait, vous allez reconnaître la base de données. Alors c'est un peu obsolète maintenant, il faut que je la remette à jour parce qu'il y a des choses qui ont changé dans la base de données. Mais ça, c'est le recueil d'informations médicales de la base de données. C'est ce que remplissent les médecins en fait dans la base de données réhabase. Et ça aussi, moi, ça me prenait quand même pas mal de temps en entretien de poser ces questions de façon systématique. C'était un peu rébarbatif. Donc on l'a demandé dès la fiche de demande, quitte à reprendre les choses en entretien si c'est nécessaire, mais vous avez tout en gris là, c'est toutes les données de la base dans l'ordre, quoi. Donc c'est vrai que ça, je trouve personnellement que ça gagne un peu de temps par rapport aux évaluations médicales, et les gens ont le temps de réfléchir aussi, parce que des fois on leur demande vous avez été hospitalisé combien de temps, quelle année, etc. Et sur le coup ils se rappellent pas forcément, donc là comme ils remplissent ça chez eux et qu'ils nous l'envoient, ils ont le temps de remplir ça correctement. Voilà, donc je sais pas si d'autres centres de réhab font comme ça pour recueillir les informations médicales de la base de données, mais bon, moi je trouve ça bien pratique. Et on leur a laissé, sur conseil de notre père aidante, une partie d'expression libre
où là, vraiment, en fait, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Alors, on a eu des beaux exemples de 10 pages de description clinique de la vie de la personne et en quoi certaines difficultés qu'elle rencontrait dans le quotidien lui faisaient penser à un TSA, etc. Des fois, c'est très informatif, hein. Alors, des fois, ça prend du temps, du coup, de relire tout ça, mais c'est quand même extrêmement riche, parfois, en informations, et ça nous permet, nous, de faire un tri qui est correct parce qu'on va repérer aussi les personnes qui relèvent vraiment de soins de réhab ou alors qui sont vraiment en difficulté dans leur parcours de soins. Donc on va être un petit peu plus, alerte s'il y a des éléments de description. Pour autant, on fait très attention quand il n'y a pas d'éléments de description, parce qu'il y a des personnes TSA qui vont avoir beaucoup de mal à se raconter comme ça par écrit, et du coup, il y en a qui se saisissent pas du tout de cette partie. C'est pas pour autant qu'ils ont pas de besoin, quoi. Donc, on essaye d'explorer un peu les choses quand on n'a vraiment pas d'éléments dans cette partie. Souvent, ils s'en saisissent bien, mais quand il y a rien, moi, je trie les demandes, je me méfie un petit peu de de faire attention qu'il n'y ait pas quand même des grosses difficultés qui sont pas exprimées. Voilà. Donc voilà pour la fiche de demande. Donc c'est les médecins de l'unité qui trient la fiche de demande, hein, les fiches de demande. Donc chaque semaine, on les prend toutes, on regarde un peu ce qu'il y a. Et puis en fonction des critères fixés pour l'unité, je sais pas, j'ai fait du coup, je suis perdue là. Je sais pas comment remettre mon PowerPoint. Non, c'est pas ça. Hein. Bon, je sais pas. Bah, je sais pas si ça va être partagé vers les autres en fait, mais bon, tant pis. Ça là. Qu'est-ce qui est partagé? Ah, c'est bon? Ok. Bon, bah apparemment c'est bon. Voilà, donc oui, c'est bon. Du coup, voilà, c'est vraiment un gros travail de réguler, enfin de trier ces fiches de demande parce qu'on répond à tout le monde ensuite, même si c'est un refus, on essaye d'indiquer des options alternatives, etc. Donc Naïma, notre secrétaire, fait un gros boulot là-dessus parce que c'est elle qui répond aux gens. Alors on lui indique quoi répondre à qui, comment, et puis des fois quand il y a des situations très particulières, bah moi ou ma collègue Juliette, on répond directement, soit la personne, soit son médecin, etc. Et des fois il y a des périodes d'aller-retour, d'échanges, notamment avec les équipes qui adressent, qui peuvent être assez longues, donc ça prend pas mal de temps de faire ça, mais c'est un gain de temps au final, parce que on va vraiment recevoir les demandes qui relèvent le plus du service, quoi. Voilà, donc c'est le blabla, ça pour envoyer les demandes, ça vous intéresse pas trop. Voilà, on vient un peu au dispositif spécifique. Donc sur la partie avis diagnostic, suivi médicaux, coordination des soins, je pense que vous avez bien compris. C'est vrai qu'au niveau médical, on intervient vraiment à ces 3 niveaux, sachant que ce qui relève le plus de la réhab, c'est quand même la coordination des soins. Mais on a une activité un peu hybride, comme je vous disais, du démarrage des soins, c'est-à-dire de l'avis diagnostic, à la gestion un peu de crise quand les gens arrivent en crise, à ce qu'on vise quand même pour tous les patients, c'est qu'ils accèdent à la réhabilitation, et si on n'y arrive pas, on essaye de faire un relais vers du droit commun. Si on y arrive à un moment donné, voilà, on suit le patient le temps qui sera nécessaire pour enclencher des soins de réhabilitation. Ensuite, on a la pérédance. Alors la pérédance, vous connaissez aussi tous, je vous redis pas ce que c'est que la pérédance. Je pense qu'il y a quelqu'un dans l'amphi là qui sait pas du tout ce que c'est qu'un pérédant. Non, ça va, hein, normalement. En plus, on en a parlé ce matin. Donc, on fait appel à la paire aidante de TS2A essentiellement sur l'éducation thérapeutique. C'est sa mission quand même principale, c'est d'animer les groupes d'éducation thérapeutique, de les réfléchir aussi, enfin voilà, de vraiment participer à ça. Et la paire aidante de TS2A, elle fait aussi des entretiens. Alors au début, on a fait de l'entretien individuel. C'est vite compliqué au niveau du cadre parce que l'entretien individuel avec le paire aidant, les patients, faute d'accès des fois à un psychologue, faute d'accès à d'autres soins qui seraient plus appropriés, considèrent parfois le père aidant un peu comme le psychologue, donc ça peut être compliqué en termes de limites. Donc la père aidante était un peu en difficulté là-dessus. Donc on a choisi avec elle de recentrer plutôt sur des entretiens en binôme. Donc Céline par exemple, elle en fait pas mal avec Véronique Baraton, des entretiens en binôme, donc soit job coach, père aidante, soit neuropsy, père aidante, médecin, père aidant. Et quand il y a une difficulté où on sent que le discours d'un père aidant va soutenir un petit peu notre démarche, ou va éclaircir un petit peu le problème, quoi. Quand il y en a un, ça peut être assez utile de faire un entretien en binôme. Donc elle agit là-dessus aussi, Véronique Baraton. Et puis elle est également assez sollicitée pour des actions de communication, des actions d'enseignement, etc. Donc elle intervient aussi en dehors du service sur des actions de ce type. Et puis il y a toute la partie aussi animation de réseau auprès des personnes concernées. Donc les personnes
TSA communiquent pas mal sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte de ça un petit peu à l'usage et puis avec les pairs aidants. C'est-à-dire qu'il y a des communautés en ligne, soit sur les forums de discussion, soit sur les réseaux sociaux, qui sont assez présentes et qui permettent aux gens vraiment de faire de l'entraide entre pairs, de s'informer sur ce qui existe, etc. Et ils y ont pas mal recours. Donc du coup, Véronique, elle est aussi présente dans ces réseaux-là, elle en anime une partie et elle peut aussi faire le lien avec les personnes concernées par ce biais-là. Donc ça aussi, c'est une activité sur laquelle elle est pas mal impliquée. Alors au niveau des prises en charge individuelles, on a un petit peu de TCC aussi, mais ça on le partage beaucoup avec le CL3R. Alors il y a des gros besoins de TCC chez les personnes TSA sans déficience, notamment pour tout ce qui est comorbidité anxieuse. Ce sont des personnes qui développent beaucoup de troubles anxieux associés, et du coup on va les prendre en charge très bien en TCC, même si c'est souvent un petit peu plus compliqué que dans d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'il y a plus de difficultés à introduire vraiment du mouvement, du changement dans le fonctionnement. Il y a plus de rigidité, il y a moins de flexibilité, plus de rigidité, ça veut dire un peu la même chose. Et du coup, la TCC va souvent prendre un petit peu plus de temps et avec des effets un petit peu moins spectaculaires que dans des problématiques anxieuses isolées, par exemple. Donc, pour autant, ça marche assez bien. C'est une prise en charge dont ils peuvent bien se saisir et c'est intéressant à développer. Mais là aussi, on est un peu sous-doté au niveau de l'offre par rapport à la demande qu'il y a là-dessus. Mais on essaye d'en faire un petit peu, notamment en lien avec le CL3R. Et puis la remédiation cognitive et l'entraînement de la cognition sociale, je m'étale pas là-dessus. Pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on utilise le plus comme programme en fait de remédiation cognitive, c'est RECOS. Donc les difficultés principales chez les TSA-SDI, c'est des difficultés sur les fonctions exécutives, l'attention très souvent impactée. Et du coup, on va viser les difficultés qu'ils ont, on va les bilanter avant et adapter le programme en fonction. Mais souvent, c'est ça qu'on retrouve avec des difficultés attentionnelles qui sont souvent fréquentes et qui parfois relèvent d'un TDAH. Donc, il y a aussi tout l'aspect comorbide TDAH. Et quand on fait du TSA, faut être bien renseigné sur le TDAH aussi, parce que c'est une comorbidité qu'on dépiste souvent, que parfois il faut traiter. Donc le traitement médicamenteux du TDAH, c'est le méthylphénidate, la Ritaline ou Concerta ou autre. Et ça, chez l'adulte, c'est encore assez compliqué à prescrire. Jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était encore hors AMM. Là, c'est en train de passer en AMM, mais ça reste une prescription de niche. Et il y a peu de cliniciens qui le prescrivent. Et donc chez nous, c'était pas compliqué. Il y avait que les addictologues qui en prescrivaient quasiment. Et les addictologues se sont vite retrouvés saturés de demandes de TDAH. Donc ils prennent plus que les demandes où il y a des comorbidités addictologiques sévères, ce qui est logique pour leur service. Et donc moi, je me suis mis assez rapidement à faire de la prescription de méthylphénidate dans le cadre de TS2A pour des personnes qui ont un TDAH associé. Parce que la remédiation cognitive, des fois, ça ne suffit pas pour résoudre une problématique attentionnelle de TDAH. Parfois, il faut même traiter d'abord et faire la remédiation après, quoi. Voilà, donc RECOS pour ce qui est de la remédiation cognitive principalement, le programme en groupe aussi de remédiation cognitive NIR, c'est ça, NIR peut fonctionner aussi. On n'a pas encore essayé, mais comme c'est en développement là sur le SUR, on verra, on essaiera peut-être de proposer ça à des patients TSA, ça pourrait fonctionner, je pense. Et sur la cognition sociale, en individuel, on s'appuie beaucoup sur RC2S, donc il y a un programme d'entraînement de la cognition sociale qui a été développé initialement à la schizophrénie, mais qui marche très bien pour les patients TSA. Il y en a qui connaissent RC2S parmi vous, ouais, quand même un petit peu. Donc du coup, c'est un programme qui est beaucoup basé aussi sur un peu de la réalité virtuelle, mais enfin sur ordinateur, des situations virtuelles, etc. On peut interagir avec les situations et ça marche assez bien chez les patients TSA. Avec des problématiques de cognition sociale qui sont surtout un déficit en théorie de l'esprit et en reconnaissance des émotions, ce qu'on voit le plus souvent. Et sachant que le piège chez les patients adultes TSA, et notamment chez les femmes, ça se voit un petit peu plus, c'est qu'il y a de bonnes capacités de camouflage donc et d'adaptation. Donc finalement, lorsqu'on fait passer des bilans de la cognition sociale, les outils de la batterie Clacos là qu'on utilise dans les centres sont souvent trop peu sensibles. Donc on va pas forcément dépister les difficultés sur les bilans. Pour autant, qualitativement, on observe assez facilement que la personne elle a des difficultés de cognition sociale ou elle nous les rapporte bien ou son entourage nous les rapporte bien. Et par contre, voilà, il y a une capacité de suradaptation qui peuvent être là et d'apprentissage et les personnes vont
potentiellement bien réussir les tests alors qu'elles ont quand même des difficultés importantes. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. C'est pas parce qu'ils ont des tests de cognition sociale normaux qu'ils s'en sortent bien au niveau de la cognition sociale. Et on est en réflexion sur peut-être l'utilisation d'outils neuropsychologiques ou le développement d'outils qui seraient un petit peu plus sensibles chez les TSA adultes. Donc s'il y en a qui ont des idées là-dessus, je suis preneuse, enfin surtout mes neuropsychologues, mais on s'interroge vraiment là-dessus. Et au niveau de la cognition sociale, ce qu'on développe plus sur TS2A, c'est un groupe d'entraînement aux habiletés sociales. Donc, on s'est rendu compte, on avait fait des groupes un peu mixtes, un peu TSA, schizophrénie, troubles bipolaires, enfin, en essayant de regrouper quand même des problématiques de cognition sociale un peu similaires. Ça marche pas forcément très bien. Les personnes TSA, elles ont quand même des difficultés un peu spécifiques au niveau de la cognition sociale. Elles sont aussi très sensibles au fait de se sentir comprises par d'autres personnes qui ont un TSA. Il y a un mécanisme d'identification qui est assez fort en fait, et du coup faire des groupes un peu mixtes comme ça marchait pas forcément bien. Donc on a choisi de faire un groupe plutôt que de personnes TSA sur la cognition sociale et qui mixe un peu de l'entraînement de la cognition sociale, c'est-à-dire des exercices sur la reconnaissance des émotions, sur la théorie de l'esprit, sur les biais d'attribution, etc. Et des exercices un petit peu proches de ce qu'on retrouve par exemple dans le programme RC2S. On va aller vers de la vraie habileté sociale qui sera de la mise en situation par des jeux de rôle notamment. Donc c'est un groupe qui est assez long, classique, sur plusieurs mois. Il y a rien d'exceptionnel, mais du coup faut bien connaître les difficultés spécifiques des TSA pour adapter les outils à leurs besoins, quoi. Et puis le job coaching, donc en individuel, je te laisse la parole du coup, Céline. Donc sur le job coaching, en général, les personnes, elles sont orientées par les médecins. À partir du moment où la personne a une demande d'insertion professionnelle, soit parce qu'elle n'est pas dans l'emploi ou parce qu'elle est dans l'emploi mais il y a des difficultés. Donc en fait, on intervient en individuel avant l'emploi, en prise de poste ou en maintien dans l'emploi. En général, je fais un premier rendez-vous d'évaluation pour voir un petit peu où en est la personne, sachant qu'on a des personnes à partir de 18 ans jusqu'à plus de 50 ans, donc avec toutes les problématiques professionnelles que ça peut entraîner, qui sont très divers, vous pouvez imaginer. Et en fait, après ce rendez-vous, soit il y a besoin d'un suivi qui est assez court, de quelques rendez-vous, soit il y a besoin d'un suivi plus long. Soit je réoriente la personne aussi vers d'autres dispositifs. Comme disait tout à l'heure Sophie, on s'appuie aussi sur les entreprises, je vais le parce que c'est pas les entreprises donc d'insertion, les référents emploi accompagné comme l'ADAPT. Quand il y a une problématique milieu protégé, milieu ordinaire, on peut aussi les accompagner vers un accompagnement des services d'insertion professionnelle des ESAT, du coup, qui vont avoir vraiment cette possibilité de les faire travailler et sur le milieu protégé et sur le milieu ordinaire. On peut aussi s'appuyer sur les ateliers thérapeutiques du SUR, voilà. Donc on essaye ou sur des associations comme Aspijob, voilà. Donc on essaye de penser l'accompagnement vraiment en fonction de la personne et quel acteur pourra l'accompagner au mieux. Si on considère que c'est TS2A, on le garde du coup en accompagnement en TS2A. Donc à TS2A, on fait soit de l'individuel. Alors quand je dis individuel, c'est soit que avec moi, soit comme disait tout à l'heure Sophie, avec Véronique Baraton, quand on considère que voilà, il y a un apport de la paire aidante qui peut. Alors ça pourrait être pour tous les accompagnements, la paire aidance, mais voilà, il y a des accompagnements sur lesquels on pense que c'est plus pertinent. Et du coup, on fait effectivement des accompagnements en binôme. Ça peut être sur de la construction de projet, ça peut être sur de la réorientation, ça peut être en prise de poste, donc on accompagne la personne dans sa prise de poste, donc la médiation aussi avec l'employeur, et ça peut être en maintien dans l'emploi, donc ça peut être sur le TSA, c'est beaucoup de sensibilisation soit du manager, soit des équipes, soit mettre en place des aménagements au niveau sensoriel. Voilà, et après on leur propose aussi, on essaie de plus en plus de faire du groupal. On a créé un groupe avec ma collègue Charlotte Pellegrin sur entraînement des habiletés socio-professionnelles, donc c'est entraînement des habiletés sociales, mais du coup uniquement dans le contexte professionnel, qui est basé aussi sur trois modules, donc avant l'emploi, en prise de poste et en maintien dans l'emploi, équilibre vie pro, vie perso, enfin voilà, tous ces sujets-là qui sont importants à aborder avec eux. On va bientôt monter un deuxième groupe plus pour des personnes qui ont envie d'aller vers l'emploi mais qui sont encore un peu loin et qui ont du mal à se mettre en action.
Voilà, on essaye aussi de créer des choses qui sont plus adaptées et qui peuvent leur permettre d'avancer dans leur projet. Voilà. Il y a le groupe d'approche psychocorporelle aussi, j'ai oublié de le mettre sur la diapo, mais c'est toi qui as mis Oui, ça aussi. du coup, on a créé aussi effectivement un groupe d'approche psychocorporelle avec le docteur Boucher, qui du coup, l'objectif c'est d'accompagner, donc qui puisse s'entraîner aux habiletés sociales, mais avec une autre approche, justement une approche corporelle, où on prend en compte aussi les hyper et les hyposensorialités, et puis la prise en compte de son corps dans cet entraînement-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le job coaching, si vous avez des questions. Ouais, du coup, merci. Par rapport à ce qui existe encore sur les groupes, hein, puisque du coup, Céline vous a parlé de 2 groupes, donc le groupe d'entraînement aux habiletés sociaux professionnelles, qui est de l'habileté sociale appliquée à la question du travail, quoi, de l'insertion en emploi, et le groupe approche psychocorporelle. Moi, je vous ai parlé du groupe d'entraînement de la cognition sociale, voilà, un 3e groupe qui est animé plutôt par les neuropsychologues. Et ensuite, un des gros morceaux au niveau du groupal, c'est l'éducation thérapeutique. Ça, on n'en avait pas sur le CL3R, hein, sur CL3R, c'est la même chose, sur le service de réhab. Et du coup, c'est quelque chose qu'il fallait forcément développer de façon spécifique, puisqu'il fallait parler du TSA et des comorbidités potentiellement associées au TSA, enfin voilà, toutes les thématiques qui touchent au TSA. Donc initialement, on avait développé un groupe de TP avec la paire aidante Véronique Baraton. Le gros intérêt de ce groupe, c'est que c'est la paire aidante qui a défini les thématiques de séance au regard de ce qui lui semblait le plus pertinent pour les personnes concernées, hein. Donc on lui a vraiment laissé la main là-dessus. Et puis moi, je l'ai un petit peu aidé, voilà, à structurer les séances, à structurer les évaluations pré- et post-groupe au niveau des bilans éducatifs partagés, etc. Donc on a commencé par un groupe fermé qui fait 18 séances avec des thématiques qui balayent un petit peu largement tout ce qu'on peut retrouver dans l'autisme, hein. Donc la question des habiletés sociales, la question des troubles cognitifs, la question des sensorialités, la vie affective aussi un petit peu. Enfin, on a essayé de balayer un peu différentes thématiques qui peuvent toucher les personnes TSA dans leur quotidien. Et on avait commencé sur un premier groupe comme ça, donc co-animé, père aidant et médecin. Donc qu'on a reproduit ensuite parce ça avait plutôt bien fonctionné. Le défaut de ce groupe-là, c'est que ça fonctionne mieux avec des personnes qui ont quand même peu de connaissances sur le TSA. Il y a beaucoup de personnes que vous risquez de rencontrer qui sont déjà très renseignées sur le TSA, en fait. Même si elles ont eu un diagnostic assez récent et tardif, du coup, elles se sont auto-documentées, elles ont pu avoir quand même acquérir beaucoup de connaissances sur le TSA, échanger avec des personnes concernées avant même des fois de rencontrer un médecin ou un psychologue pour un avis. Donc des fois, on est face à des personnes qui sont en fait extrêmement renseignées et le TP va pas leur apporter grand-chose. Alors ça va leur apporter quand même une chose qu'elles ont parfois pas trouvé ailleurs, c'est le fait de rencontrer d'autres personnes avec un TSA. Donc c'était un peu dommage de se contraindre à un groupe de TP pour des personnes comme ça si l'objectif était simplement d'échanger et de rencontrer d'autres personnes avec un TSA. Donc on a créé d'autres espaces où ça peut se faire. Par exemple, l'art-thérapie, c'est un espace où ça peut se faire, les approches psychocorporelles parfois aussi. Enfin voilà, on a essayé de développer d'autres possibilités. Et on réserve maintenant plutôt le groupe d'éducation thérapeutique à des personnes qui ont pas un bon insight par rapport à leurs difficultés, qui ont pas beaucoup de connaissances par rapport au TSA, enfin où il y a un vrai travail d'ETP à faire, quoi. C'est-à-dire vraiment progresser sur la connaissance de son trouble, s'approprier ce trouble-là et essayer de trouver des solutions pour s'adapter dans la vie de tous les jours. Et travailler un peu aussi sur les dimensions d'auto-stigmatisation qu'on a pu aussi évoquer ce matin. Donc le groupe de TP maintenant, vraiment on est sur un format quand même qui s'adresse plus à ce type de profil, à des personnes qui sont quand même relativement disponibles aussi, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand les personnes travaillent ou qu'elles sont en insertion professionnelle ou qu'il y a d'autres contraintes à côté, faire un groupe pendant 5 mois toutes les semaines de 1h30, c'est beaucoup de sollicitations qui cadrent pas toujours avec leur emploi du temps et leurs contraintes à côté. Donc du coup on s'assure avant qu'on est dans un processus où la personne elle va vraiment pouvoir s'engager dans le groupe, parce que sinon on se retrouve vite à des groupes qui marchent plus, quoi, qui se délitent un peu au bout de quelques semaines. Donc on essaye vraiment de cibler des personnes comme ça. Et à côté de ça, comme on avait quand même une demande quasi systématique de psychoéducation, du moins des personnes qu'on recevait dans le service, on a développé des séances thématiques depuis pas très longtemps, alors qui peuvent pas s'appeler ETP parce qu'on n'est pas sur un format classique d'ETP, bilan éducatif partagé, 40 heures d'ETP pour les personnes animant, etc. Donc on est sur un format un peu différent.
Et l'objectif, c'est de c'était de proposer une fois par mois une thématique sur le TSA. On a commencé par exemple le mois dernier avec les particularités sensorielles dans l'autisme, et on a fait 45 minutes avec la paire aidante de présentation un petit peu formelle, avec un PowerPoint en amphithéâtre, enfin voilà, quelque chose d'assez formel, d'assez didactique. On a fait une pause, et sur les 45 minutes suivantes, c'était vraiment les échanges entre les participants, les questions, enfin essayer qu'ils se mettent en relation les uns avec les autres, et ça a très bien marché. Ils ont beaucoup aussi raconté leurs propres expériences, etc. Donc c'était ce qui était recherché. Donc nous, on a lancé un petit peu les choses, on a apporté de l'information, et derrière, il y a eu des questionnements et des échanges plus d'expérience. Donc ça convient bien à beaucoup de personnes, parce qu'en fait, on le fait en groupe ouvert. On les informe, on informe les personnes qu'on a repérées comme intéressées par ce type de dispositif, des séances qui vont venir tous les 3 mois. On va essayer de les informer des 3 prochaines séances sur les 3 mois à venir, du coup. Et qu'on leur envoie ça par mail, hein, et on leur dit, voilà, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Nous, on a prévu l'amphithéâtre pour qu'il y ait assez de place pour tout le monde. Alors avec le Covid au début, on avait un peu peur que il y ait trop de monde, mais bon, du coup, on n'a pas prévenu tous les gens suivis dans le service, on a prévenu ceux qu'on avait repérés plutôt pour de l'ETP. Et ça nous a permis, en fait, d'offrir quelque chose d'autre à des personnes qui sont souvent moins disponibles, qui sont des fois qui ont besoin de s'axer plus sur d'autres prises en charge, par exemple l'insertion pro, le job coaching, qui peuvent pas se consacrer à plein de choses en même temps, ou alors qui travaillent. On pouvait avoir des personnes qui travaillent, qui sont en études à côté, etc., qui ont moins de disponibilité, ou encore des personnes qui ont déjà des bonnes connaissances sur le TSA et pour lesquelles le groupe avait pas de pertinence, mais qui avaient quand même besoin de compléter leurs connaissances, d'échanger avec d'autres, etc. Donc c'est vraiment cela qu'on vise. Et sur la première séance où on avait prévenu une 40aine de personnes, il y en a une 20aine qui sont venues, donc il y a quand même une demande assez importante là-dessus. Et voilà, pour l'instant, moi je leur demande pas de s'inscrire, je leur donne l'info, ils viennent pas. Je sais que les 40, on peut à peu près les mettre dans la salle, même avec le Covid, donc normalement c'est bon, mais voilà, on régulera s'il y a besoin, mais l'idée c'est que ça soit non contraignant ce format-là. Donc ça marche assez bien. Ça s'est inspiré un peu de ce que faisait le Centre Ressources Autisme, puisque chez nous, le Centre Ressources Autisme faisait déjà un peu comme ça des séances de formation des personnes concernées, en fait. Ils appelaient ça plutôt comme ça. Alors, c'était sur inscription, mais c'était un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va écouter un peu une conférence sur un sujet et échanger ensuite avec les participants qui n'étaient que des personnes concernées. Voilà. Donc ça, on le restreint quand même aux usagers du service. Si on commence à ouvrir largement, on explose la capacité de la salle. Faudra qu'on vienne ici. Je pense que ça, dans notre amphithéâtre de la rue Sarrazin, pour ceux qui connaissent, ça sera même un peu juste. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un sas. Sur le TP, on avait 70 personnes en liste d'attente, donc c'était pas possible. Il fallait qu'on trouve une autre façon de proposer de l'ETP. Et en plus, on s'était rendu compte que sur ces 70 personnes en liste d'attente, beaucoup ne pouvaient pas investir un groupe de 5 mois et de façon hebdomadaire. Enfin, elles avaient pas la motivation ou la disponibilité suffisante, donc il fallait leur proposer en fait autre chose. Donc on a ouvert ça. Donc finalement, ce qui nous prend le plus de temps, enfin d'investissement, on va dire, au niveau du groupal, c'est l'ETP, c'est là où on a le plus d'offres en fait. Ensuite, c'est les habiletés sociales. On pourrait encore augmenter l'offre d'habiletés sociales parce que là aussi, on a beaucoup de demandes. Et tout ce qui est professionnel, là aussi, on sature beaucoup, notamment sur l'individuel, parce que il n'y a pas beaucoup de job coaching qui est développé encore dans la région. Donc il y a de la demande de partout de toute façon. Donc, quand il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on va augmenter en premier, c'est un petit peu des questionnements difficiles parce qu'il y a de la demande sur tous ces aspects-là. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions, il y a des réflexions? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une unité un peu de ce type ou qui vont en avoir une? Alors, vous allez développer ça un petit peu à Nancy? Ouais. Alors en fait il y a deux modèles qui cohabitent un petit peu, j'ai l'impression, au niveau national. Il y a le fait dans un centre de réhabilitation psychosociale qui n'est pas spécifique d'un trouble psychopathologique particulier, le fait de recevoir des personnes avec un TSA comme on reçoit des personnes avec une schizophrénie, avec un trouble bipolaire, etc. Donc ça se faisait à Lyon avant que TS2A existe, c'est-à-dire que sur le centre de réhabilitation psychosociale, on recevait des personnes avec un TSA et on abordait les soins de réhab de la même façon qu'avec les autres. Et ce qu'on s'est rendu compte quand
quand même, c'est que il y a eu deux choses. Il y a eu un sentiment un peu de difficulté au niveau des professionnels qui n'avaient pas la connaissance suffisante du TSA pour adapter leur prise en charge. Donc, c'était parfois un petit peu difficile dans les prises en charge de répondre vraiment aux besoins de la personne. Et l'autre constat, c'est que il y avait quand même beaucoup de demandes du coup qui atterrissaient sur les centres de réhab, qui étaient en fait de l'avis diagnostique par rapport à des troubles neurodéveloppementaux. Et à Lyon, par exemple, où il y avait pas encore de filtre des demandes au niveau de la réhabilitation psychosociale, on prenait tout type de demande, n'importe qui appelait dans le service pouvait être reçu par un médecin. Mais en fait, on recevait beaucoup de demandes où en fait la personne était en attente déjà d'un avis diagnostique sur un trouble neurodéveloppemental. Donc ça relevait pas finalement de la réhab. Alors pour certains d'entre nous, on était en capacité de le faire, cet avis-là, mais pas pour tous. Moi, quand je travaillais en réhabilitation psychosociale, j'étais pas encore très bien formée à l'autisme, j'étais pas forcément capable d'avancer sur ces questions-là avec les patients. Et du coup, sont apparus deux besoins en fait. Le besoin déjà de développer des choses un peu spécifiques à l'autisme, tout en formant les professionnels de réhab pour adapter ce qui existait déjà. Et puis le besoin de donner des avis diagnostiques, puisque c'est des personnes qui étaient très en difficulté d'avoir un avis sur leurs troubles. Donc du coup, on a essayé surtout de répondre au premier besoin qui était d'améliorer la réhab pour les personnes TSA. Et le diagnostic, on l'a fait de façon un peu contrainte, mais en même temps, c'est bien que ça soit relayé aussi à la réhab parce que finalement, ces personnes pour qui on fait un diagnostic tardif, souvent, c'est qu'elles ont eu quand même des capacités d'adaptation qui sont relativement bonnes, c'est-à-dire que les troubles n'ont pas été repérés particulièrement avant, ou voilà, ça a été... C'est des personnes qui ont souvent pas eu beaucoup recours aux soins avant, mais en fait, quand se pose la question du diagnostic, c'est qu'elles traversent un moment où l'adaptation devient difficile. Donc souvent, c'est un palier, c'est l'entrée dans la vie professionnelle, l'entrée dans la vie familiale, des choses comme ça. Et on sait que les personnes TSA, elles peuvent, entre guillemets, décompenser leurs troubles dans des étapes charnières de la vie comme ça, où il va y avoir plus de sollicitations sociales, plus de sollicitations affectives, c'est souvent des périodes qui sont difficiles. Donc du coup, finalement, la réhab, elle a sa place aussi d'intervenir à ce moment-là où les choses se déstructurent en termes d'insertion sociale, en termes de vie professionnelle, de vie familiale, etc. Donc du coup, finalement, c'est assez intéressant qu'on récupère les gens comme ça à cette étape du diagnostic tardif pour enclencher derrière des soins de réhab. Le processus, il n'est pas illogique. Ce qui est difficile, c'est de pas se retrouver dans, ne pas devenir la seule équipe compétente entre guillemets pour poser un diagnostic de TSA. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mobiliser les autres pour que tout le monde s'empare de cette question. Sinon, les CMP, les libéraux s'en dessaisissent complètement. Hein. Donc du coup, il y a vraiment ce travail un peu de fond qu'on n'arrête pas de faire, qui est d'essayer de mobiliser les autres à vraiment prendre en charge ces patients lorsqu'ils sont en situation de crise et penser à poser le diagnostic ou à l'évoquer au moins quand c'est complexe, quand il y a des signes d'appel. Voilà, donc on est vraiment un peu sur ces deux tableaux-là. Pas de questions, toujours? Vous êtes en sieste post-prandiale? Alors, combien de temps il nous reste? Bah, pas beaucoup, en fait. Hein. Je vous avais préparé un peu 2-3 trucs sur le TP, mais je me doutais bien qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Mais je vais juste vous montrer une ou deux diapos, si j'arrive. Hop. Voilà, ça, par exemple. Est-ce que vous connaissez ce bouquin pour ceux qui voient des personnes autistes? Alors, je vous le conseille, du coup, si vous voulez monter de l'ETP. C'est vraiment bien foutu. C'est un bouquin d'ETP pour les personnes autistes. Donc c'est vraiment fait pour ça. Ça a été écrit par quelqu'un qui est, je sais plus trop quoi, enfin pas français, pays du Nord, Danemark ou quelque chose comme ça. Peter Vermeulen. Et du coup, ça s'appelle Je suis spécial et il y a pas mal d'outils dedans. Alors, il y a déjà tout ce qui est principe de l'ETP, voilà, et puis ensuite comment on l'applique à l'autisme et en quoi c'est intéressant pour l'autisme. Mais là, vous allez peut-être pas apprendre grand-chose dans les principes généraux, mais il y a l'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il y a pas mal d'outils aussi potentiellement utilisables pour faire des groupes d'ETP. Donc, il y a des fiches, il y a des exercices, il y a des choses assez concrètes. Alors nous, notre groupe, on s'est volontairement pas trop appuyé sur ça parce qu'on voulait un groupe vraiment basé sur la paire aidance. Donc c'est vrai qu'on a laissé plutôt le champ libre à la paire aidante pour voir un peu
comment elle souhaitait animer ce groupe en fait, avec quels outils, sur quelles thématiques, etc. Donc en fait, le groupe qu'on a sur Lyon pour l'instant, ça veut pas dire qu'il n'est pas amené à évoluer un peu vers d'autres choses, mais ce qu'on a expérimenté pour l'instant, c'est sur la forme vraiment d'un groupe de parole, de questionnement socratique, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes se posent des questions, nous on leur amène la thématique et elles-mêmes se posent des questions sur ce qu'elles vivent et amènent en fait à développer la thématique et s'amènent entre elles à développer la thématique sur la base de leurs expériences personnelles. Donc il y a beaucoup d'échanges en fait, c'est vraiment groupe de parole. Et on s'appuie pas forcément sur des supports très formalisés comme des PowerPoint, comme des fiches, etc. Alors ce qu'on a choisi de faire petit à petit, c'est quand même de leur donner des supports pour écrire pendant la séance et puis pour résumer les points principaux de la séance d'avant, parce que ça on a repéré que ça les aidait à eux vraiment suivre le groupe, vraiment savoir où on en était, etc. Donc il y a un peu une fiche par séance juste pour qu'ils prennent des notes et où on met les points principaux de la séance d'avant et une ou deux références s'ils veulent lire des choses. Mais on s'en est tenu volontairement à peu d'informations sur ces fiches-là. Donc c'est moins structuré en termes d'outils que ce qu'a pu vous présenter rapidement Marie-Cécile tout à l'heure, où il y a des fiches, visiblement des outils, etc. Et à mon avis, les deux groupes ont leur intérêt, mais c'est une façon différente en fait d'animer les groupes. Celle qui utilise quand même des fiches un peu formalisées d'information va être une approche plutôt médicale de la psychoéducation. Nous, ce qu'on a, c'est une approche plutôt père et danse de la psychoéducation et partage d'expériences. Donc c'est un petit peu différent. Pour autant, c'est bien d'essayer de complémentariser un peu les deux. C'est pas évident, mais c'est bien de faire un groupe qui soit un peu hybride entre les deux, je pense. Nous, c'est à peu près ce qu'on arrive à faire, puisqu'il y a quand même un médecin ou un interne qui co-anime avec la père aidante, donc on complète beaucoup d'un discours académique sur l'autisme. Mais bon, c'est pas évident de faire un truc complètement hybride, quoi. Le nôtre, il tire plutôt du côté de la père aidance quand même. Voilà. Alors c'est un groupe dont je peux vous passer du coup le format, les thématiques de séance, etc. Si ça vous intéresse, ça je peux le transmettre. Hein, vous me sollicitez, je peux le transmettre. Mais du coup vous aurez voilà des thématiques de séance avec pour chaque thématique les questions qui sont possibles en fait, que les gens peuvent se poser, ce qu'on peut aborder. Mais pour autant dans une séance par exemple sur les particularités sensorielles, on a un listing de 5-6 questions qu'on peut se poser, mais les personnes elles vont peut-être aborder qu'un aspect de ces questions. Voilà. Et on s'en tient à ce que le groupe aborde en fait. Donc d'un groupe à l'autre, la même séance peut être assez différente. Ça dépend un peu les questions qui se posent. Donc c'est des groupes où on inclut 8 personnes maximum. Hein. C'est des petits groupes quand même. 7-8 personnes. Sur le Covid, on a dû faire moins. Ça n'a pas forcément été une bonne expérience parce que du coup, on a commencé à 4, on a fini à 2. Enfin, comme on perd toujours un peu des gens en route dans les groupes et comme je vous disais, on s'attachait moins à repérer des personnes qui avaient quand même les facultés d'engagement pour ce type de groupe. Donc là, on fait plus attention à ça. Le Covid nous a appris ça, c'est qu'on peut vite perdre des gens en route dans un groupe et qu'il faut s'assurer au départ que ça va tenir sur la longueur. Mais du coup, moi je vous conseille quand même de viser plutôt des groupes au moins 6-7 personnes parce que sinon on a moins de dynamique de groupe quoi. Si on se retrouve à 2, c'est moins intéressant. Donc Vermeulen, il dit voilà les objectifs de la psychoéducation, c'est connaître l'autisme, comprendre, le décrire par soi-même, pouvoir décrire les conséquences que l'autisme implique sur sa vie, son propre fonctionnement, définir concrètement les situations difficiles. Donc là, vraiment, on s'appuie vraiment sur ce qu'ils ont vécu, sur l'expérience des personnes. Et puis, in fine, l'objectif, c'est pas de les laisser avec les problèmes, c'est qu'ils arrivent à développer des stratégies d'adaptation, de compensation pour gérer les situations difficiles. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'entraide entre pairs dans ce groupe, c'est-à-dire qu'ils se refilent beaucoup de conseils les uns les autres, et c'est ce qui est finalement le plus efficace, quoi. Et puis il y a un travail sur l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi qui est non négligeable parce que ça peut être un peu difficile le diagnostic de TSA à l'âge adulte parce que souvent ils ont un parcours, un itinéraire thérapeutique qui est assez difficile. Ils ont pu rencontrer des médecins qui leur ont dit que non c'était pas ça ou que le TSA ça existait pas ou que c'était pas possible pour lui ou pour elle. Enfin ils ont des fois des discours assez difficiles qui nous rapportent et ils ont souvent eu du mal, voilà, à comprendre un peu en quoi ils étaient différents, avoir une vraie réponse par rapport à ça. Et souvent, quand le diagnostic arrive, c'est à la fois un soulagement et à la fois un risque de dépression, quoi. C'est-à-dire qu'il y a souvent un contre-coup quand même qui est assez difficile et lié à tout le combat qu'il y a eu avant pour essayer, voilà, d'accéder à des soins et d'accéder à des réponses par rapport à la différence. Donc il y a parfois une image de soi et une estime de soi qui peut être assez impactée par le diagnostic. Et puis par les difficultés rencontrées, bien sûr.
On va peut-être s'arrêter là, comme ça on respecte le temps. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ou est-ce que c'est bon? Ouais. Le label ARS. Alors effectivement, il rentre dans la comptabilisation des programmes d'ETP de la Réhab lyonnaise. Nous, on est formés avec Véronique Baraton, on est formés à l'ETP, donc ça suffit pour les ARS à dire que c'est de l'ETP, et on fait un bilan éducatif pré-poste. Donc on respecte effectivement les contraintes de l'ETP sur le groupe fermé. Sur les séances thématiques, non. C'est pour ça qu'on l'appelle pas ETP, on l'appelle séance thématique, psychoéducation, et l'objectif est pas le même. Donc du coup, il y a pas lieu de faire des bilans éducatifs pré-poste parce qu'on n'est pas sur une continuité de groupe. Enfin, ils viennent aux séances qui les intéressent. Voilà, ça peut varier beaucoup en fonction des gens. Bah, après, moi, enfin, je pense que Nicolas dira un petit peu la même chose, mais on est assez quand même favorable au fait de ne pas s'empêcher de faire des choses parce qu'on ne rentre pas dans le cadre de l'ETP en fait. C'est-à-dire qu'on peut développer plein de choses au niveau de la psychoéducation, même si on n'est pas encore formé à l'ETP, même si on respecte pas tout à fait le cadre de l'ETP, etc. Ça serait dommage de ne rien faire parce qu'on ne peut pas faire exactement comme ce qui est exigé au niveau de la RS. Pour autant, la formation, elle apporte beaucoup de clés pour savoir comment animer un groupe d'ETP, comment prévoir le cadre, comment prévoir les bilans pré-poste, etc. Donc, elle a vraiment un intérêt, la formation à l'ETP. Mais après, des fois, on a vu des équipes s'empêcher de faire des choses parce que on n'avait pas la formation, etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Si on sent qu'on a les compétences pour faire ça et que ça, voilà, que ça peut aider les personnes, c'est bien de faire quand même quelque chose, quoi. Oui. Au niveau de la remédiation cognitive, la commission sociale, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques par exemple la CEDES, est-ce que les Ouais, alors du coup moi je suis pas la mieux placée pour répondre parce que je suis pas neuropsychologue, mais RC2S, je sais que ma neuropsy l'utilise assez bien avec les TSA. C'est un programme qui fonctionne très bien. Alors des fois il faut leur expliquer que c'est pas parce que ça s'appelle RC2S que c'est pas pour l'autisme, parce que RC2S ça veut dire remédiation de la cognition sociale dans la schizophrénie. Donc des fois s'ils vont chercher un peu, comme des fois ils sont assez sensibles aux détails des choses, s'ils vont chercher ce que ça veut dire, etc., ils vont dire mais le médecin il m'a proposé ça, mais en fait j'ai pas une schizophrénie. Enfin, ça peut être assez compliqué, donc c'est important d'expliquer un peu. Et ensuite, c'est un programme qui ne parle pas stricto sensu de schizophrénie en fait dans les exercices. Donc ça pose pas de problème. Et ce qui va être plus spécifique, enfin, ce qui va pêcher avec RC2S, on va dire, c'est que leur problème, souvent, c'est pas tant de se mettre en situation dans des exercices de réalité virtuelle. Souvent, ils y arrivent pas trop mal, mais ça va être vraiment l'utilisation concrète, enfin, le transfert dans la vie quotidienne, en fait. Et souvent, ce qui est très bien avec RC2S, c'est que quand on a des patients qui ont l'impression d'avoir énormément de difficultés de cognition sociale, de pas y arriver, une grosse plainte à ce niveau-là, ça va leur permettre de vraiment prendre confiance en eux, en fait. C'est vraiment des exercices qui vont être utiles en termes d'estime de soi, etc. Mais ça va pas forcément les faire progresser sur ce qui leur manque vraiment en cognition sociale, qui est l'application dans les conditions réelles, en prenant en compte les aspects affectifs, les aspects sensoriels de l'environnement, etc. C'est ça souvent qui va les gêner dans les difficultés de cognition sociale. Donc, alors pour autant, pour certains patients, quand il y a des difficultés primaires de cognition sociale qui sont assez marquées, avec des déficits au bilan, etc., ils vont vraiment progresser sur RC2S. Donc, faut viser plutôt ce type de patients, surtout quand on n'a pas trop de ressources. Mais même pour des patients qui ont des bons résultats sur le bilan de cognition sociale, ça peut être assez utile de faire RC2S en termes d'estime de soi, de confiance en soi, et après préparer un peu le transfert dans la vie quotidienne, ou le fait qu'ils participent à un groupe d'habileté sociale où on va être plus dans quelque chose d'écologique. Mais des fois, on en a qui veulent pas se lancer tout de suite dans un groupe, hein. C'est déjà trop compliqué de participer à un groupe, etc. Donc l'aspect individuel a son intérêt pour ces patients-là. Mais après, ça se travaille un peu, enfin, pour les thérapeutes formés à RC2S, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Faut connaître un peu le profil neurocognitif de la personne, c'est-à-dire comment, est-ce que son problème c'est un décryptage au niveau émotionnel, est-ce que c'est une hypothéorie de l'esprit, etc. Faut avoir le bilan pour savoir un peu comment elle procède, mais les exercices s'adaptent en fonction, hein. Oui. Par rapport au groupe de niveau connaître, est-ce qu'ils intègrent des connaissances sociales?
Les codes sociaux, vous voulez dire? Ouais, oui, oui, tout à fait, ouais. D'ailleurs, les codes sociaux, enfin la connaissance des codes sociaux, on peut le tester aussi au niveau du bilan, hein. Il y a des petits exercices qui permettent de tester un peu ça. Et souvent, les personnes adultes TSA, en fait, elles ont une bonne connaissance des codes sociaux. Ça leur paraît souvent un peu ridicule de les appliquer, en fait. C'est-à-dire la mise en sens de ces codes sociaux, elle est pas toujours là. Mais par contre, les connaître, souvent ils les ont appris, en fait. C'est-à-dire que c'était pas intuitif, c'était pas facile à apprendre, mais ils les ont appris avec le temps et ils les appliquent pas toujours par manque de sens pour eux ou des fois défaut de connaissance, c'est possible aussi, hein, mais souvent on se rend compte quand même qu'ils connaissent plutôt bien les codes sociaux, donc c'est plutôt une question de savoir les appliquer, quoi.